Hey, salut tout le monde. Cette semaine, on parle d'actualité fitness. Ok, c'est quoi qui se passe un peu dans le monde du fitness récemment? Ok, on a comme 3 sujets qu'on aimerait aborder. On veut parler un petit peu de l'Olympia. C'est quoi ça, l'Olympia? Si vous savez pas c'est quoi, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi. Ensuite, on veut vous parler de Sam Sulek. Si vous le connaissez pas encore, Sam Sulek, j'espère le dit comme faut. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que Sam Sulek. Puis ensuite de ça, on veut parler un peu de dopamine. Donc, sans plus attendre, j'ai Will avec moi aujourd'hui, qui c'est super bon qu'on parle d'Olympia, parce que Will, c'est un grand fervent, il aime ça regarder. Je pense que c'est un grand fan de bodybuilding. L'Olympia, c'est un peu comme c'est comme le Super Bowl au niveau du bodybuilding. Fait que c'est l'événement de l'année le plus prestigieux auquel on peut participer. C'est la grosse ligue du bodybuilding. Puis, bien sûr, le grand gagnant de Monsieur Olympia se mérite Un 400 000. 400 000 Puis le Sendor Trophy. Exact. Puis au-delà de l'argent, c'est toute la visibilité que ça apporte pour avoir justement des commanditaires. Puis tout ça, je pense que c'est bien plus là qu'ils vont chercher de l'argent que nécessairement le prix à gagner. Ouais. Puis aussi ça, tu rentres dans les livres d'histoire. Fait que c'est sûr qu'après ça, tout le monde parle de toi, puis t'es connu. C'est sûr que oui, la visibilité, c'est énorme, là. Parfait. Fait que si on parle de, justement, Olympia cette année, l'année passée, c'est qui a gagné l'année passée? Open, c'était Adi. Adi, c'est ça. J'étais sur le bord de le dire. Je voulais pas me tromper. Ouais. Donc, puis là, cette année, si je me trompe pas, il est arrivé deuxième, right? Ouais. Puis c'est lui qui était deuxième l'année passée. C'est lui qui était deuxième l'année passée qui est arrivé premier, right? Ouais. C'est ça. Fait que je suis curieux de savoir comment tu trouves cette décision-là en lien avec ça. Tu trouves-tu qu'Adi aurait dû gagner? Est-ce que tu es d'accord que Derek gagne? Moi, je dirais quand même que non. Il y en a peut-être qui vont être vraiment pas d'accord et dire il connaît pas ça, non, mais ils disent tout le temps, admettons, dans les shows de bodybuilding, il y a plusieurs affaires qui disent shows are won from the back. Fait que là, ils disent, admettons que Derek, c'était lui qui avait le meilleur dos, meilleures conditions, etc. Puis c'est vrai que le dos, il était incroyable. Mais aussi, ils disent tout le temps que pour être le champion, you have to knock the champ out. Puis de dire qu'il en a fait assez pour vraiment knock Ali de la première place, je serais pas prêt à dire ça. Toutes les autres catégories, je pense que c'était tout fair. Il y a juste celle-là que je suis quand même pas d'accord nécessairement avec la décision. Mais tu sais, c'est ça quand même, le bodybuilding, c'est un sport d'opinion, c'est des juges. Fait que tu peux jamais dire à 110% comme non, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi qui as raison. Parce que j'écoutais justement à la fin un débat, c'était Samir Banoud, qui est un ancien Monsieur Olympia, je pense 82 si je me trompe pas, avec Milos Sarcev. Puis les deux, ça a été des pro bodybuilders pendant des années. Puis les deux, ils étaient même pas capables de venir à une décision commune sur c'est qui avait gagné l'Olympia. Il y en a un qui disait que c'était Derek, l'autre qui disait que c'était Adi qui avait gagné. Fait que tu vois que encore là, même du monde, c'est des professionnels depuis des années. Tu peux pas dire comme sans l'ombre d'un doute, c'est qui le gagnant. Fait que, I guess c'est ça qui peut faire la beauté du sport, mais c'est ça aussi qui peut amener beaucoup de friction. Mais non, moi je t'aurais quand même donné à Adi parce que c'est tout le temps de regarder, tu te fais comparer sur toutes les poses. Puis c'est pas juste cette pose-là était vraiment meilleure. Fait que non, t'as plusieurs choses. La symétrie, le size, la condition, présentation. Il y a plusieurs facteurs les proportions, il y a plusieurs facteurs que tu regardes. Puis il faut que tout le temps que tu compares telle pose avec telle pose, telle pose avec telle pose. Puis c'est tout le temps à côté de l'autre personne. Parce que si t'es tout seul dans ton coin, puis que, admettons, numéro 1, il est complètement à gauche, puis numéro 2 est complètement à droite, tu peux pas vous dire que tu les as vraiment comparés. C'est pour ça que aussi ils font des top 3, top 2, etc. puis qu'ils mettent un à côté de l'autre parce que là, tu peux vraiment avoir pause pour pause, un à côté de l'autre. C'est qui gagne, c'est qui a les meilleures poses. Mais encore là, c'est ça. C'est un sport d'opinion. Fait que moi, je l'aurais quand même donné à Adi. Je trouve ça incroyable, pareil, ces gars-là, à quel point... tu sais, on dira ce qu'on voudra, puis il y en a des gens... Ah ouais, mais tu sais, c'est pas beau, c'est trop gros... Ben oui, c'est trop gros, je veux dire. Of course que c'est trop gros, je veux dire. Mais c'est des machines de course. C'est comme si tu voyais une Formule 1, tu disais, c'est bien trop vite. Ben oui, c'est trop vite, c'est pas fait. Je veux dire, c'est des machines qui sont faites pour la performer. Ils sacrifient tellement, ces gens-là, pour avoir une place sur ce stage-là qui est si prestigieux, qui est tellement difficile. Moi, je trouve que plus ça va, plus c'est difficile, puis plus que tu as à sacrifier pour te rendre sur ce stage-là, right? Tu sais, moi, je suis pas... je trouve ça cool, l'Olympia, puis j'ai écouté ça quand même un bout, puis plus dans le Philly era, c'est là que je trippais vraiment un peu plus. Après ça, ici et là, je regarde les résultats, puis
je le regarde moins religieusement. Mais, tu sais, faut pas oublier. Puis je trouve ça comme poche des fois de voir sur les réseaux des bodybuilders qui se font démolir. Ils se font démolir. Ouais. Ils sont à Olympia. Là. C'est le 1% du 1%. Là. Comme du 1% du 1%. On pourrait aller jusque-là, je veux dire. Puis c'est fou, là, mais c'est juste de reconnaître le travail de ces gens-là, de les sacrifices qu'ils font, peu importe qu'est-ce que vous pensez d'eux, si c'est la bonne chose à faire, ben ces gens-là, pour eux, ça devait être la bonne chose à faire, puis c'est assez important pour eux. Fait que moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, puis de mettre ça sur le dos des produits. Ah ouais, mais il prend tellement de produits. Ben, définitivement, oui, t'es pas aveugle. Oui, en effet, il prend des produits. Par contre, ces gens-là ont une éthique de travail qui est comme incroyable. Là. Puis, parlant de produits, juste de pas être trop vite là-dessus parce qu'il y a un nombre fou de gens qui prennent des produits que vous n'aurez jamais pensé qu'ils prennent des produits. OK? Donc, juste de dire, prends des produits. Ça ne s'arrête pas là. C'est tellement pas magique. Puis justement, on en parlera aussi avec l'autre sujet, le deuxième sujet, mais c'est pas vrai que je te donne X dosage de telle affaire, puis tu vas ressembler à ça. Aucune chance. C'est tout le temps regarder ce monde-là à base. Admettons, regarde Ronnie Coleman quand il était naturel, regarde C-Bum quand il était naturel. Il y avait déjà un physique incroyable que je connais bien du monde qui sont sur bien des affaires puis qui se rendront jamais là à son physique que lui avait naturel. Puis c'est juste la réalité des choses parce que c'est ça aussi, la génétique joue pour une grosse partie là-dedans dans le bodybuilding. Puis si tu veux pas, comme Black Knowledge, ou te rendre compte que oui, ça en fait partie, ben tu te mets juste la tête dans le sable parce que c'est pas vrai que tout le monde peut se rendre à l'Olympia. Le monde, ils vont dire hard work, nanana. Écoute, à un moment donné, là, je veux dire, si t'as hyper insertion, que t'as le chest fendu, que t'as un méga gap entre ton chest, tu te rendras pas là. Je suis désolé, comment que t'es shape. Il y a du monde que peu importe, ils pourront prendre les produits qu'ils veulent. Ils se rendront jamais là. Puis je pense qu'il y en a qui l'ont déjà mis à l'épreuve. Je sais, Boston Lloyd, admettons, du monde de même, dans le monde qui écoute le fitness, ou Rich Piana. Le nombre d'affaires qu'ils ont pris, puis ils se sont jamais rendus à l'Olympia. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Là. Puis, non, définitivement. Puis, man, c'est fou, là. C'est fou, comment est-ce que c'est facile de mettre ça sur le dos des stéroïdes, puis de... Je veux dire, sérieux, prendre un petit step back 2 secondes. Là. Comme ça prend un petit reality check là, ici. Puis je suis content parce que plus tôt dans l'année, j'ai eu l'occasion incroyable d'une fois dans une vie, bien sûr, de passer 2 jours avec Philippe, qui a gagné 7 fois Monsieur Olympia. C'est incroyable. Je pensais jamais que ça allait m'arriver. Mais c'est fou, en tout cas. Encore sous le choc. Puis j'ai pu avoir d'excellentes conversations avec lui qui m'a exposé aussi l'arrière de la scène de tout ça. Puis tu sais, un gars comme Philippe, qui a gagné 7 fois Monsieur Olympia, il est tourné pro avec une dose minime de stéroïdes. Tu sais, une toute petite dose de rien, juste pour dire qu'il prenait quelque chose. Puis il est tourné pro tout seul comme ça. Il y a des gens qui, pendant des années, vont prendre des produits, puis, je veux dire, ils tournent même pas pro. Puis il y en a qui, là, finalement, ils tournent pro, mais ça s'arrête là. Je veux dire, tu sais, ça prend... Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, tu sais, avec ça. Là, tu sais, le hard work, je veux dire, c'est un incontournable. T'as pas le choix. Tu peux pas... Tous les gens là, qui sont à ce niveau-là, je pense, c'est tous des hard workers à côté au fond. Après ça, ben, le côté génétique, puis le côté de réponse aux produits aussi, il va jouer aussi énormément. Fait que... Je veux dire, il y a beaucoup de choses, puis c'est loin de là d'être « Ah, ben c'est à cause des produits ». Tu sais, féliciter la personne, penser à tous ces gens-là qui ont participé à l'Olympia. Puis là, je dis Olympia, mais je lève mon chapeau d'ailleurs à tous les gens qui font des compétitions de bodybuilding, que ce soit dans l'amateur, que ce soit au niveau professionnel ou peu importe. C'est tous des gens qui, même s'ils n'ont pas nécessairement la grosse génétique ou quoi que ce soit, ils ont l'éthique de travail de ça être rendu sur la scène. Donc, je trouve ça très, très noble, puis... je pense que ça peut leur servir également beaucoup dans leur vie. Fait que là, on dérive un peu, là, mais... Ben non, mais tu sais, c'est juste pour amener aussi, c'est ça, c'est jamais oublier que tu peux dire qu'est-ce que tu veux sur ce monde-là parce qu'ils ont pris des produits, mais regarde combien, si tu leur parles un peu, puis ça fait combien d'années qu'ils se tuent à l'effort pour, justement, se rendre à un physique comme de rêve qu'ils veulent avoir. Ça fait des années qu'ils font ça, là, puis
comme on parlait tantôt dans un autre podcast, la prise de masse, puis whatever, le développement physique, c'est pas un défi de 3 mois, là, c'est année après année. Puis c'est pas vrai que c'est du 4 jours semaine, là, c'est 7 jours sur 7 que t'es non-stop là-dedans, puis que t'as tout le temps ton objectif en tête. Fait que, tu sais, le monde, ça, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Il est pas naturel, ouais, mais regarde le nombre d'heures de travail qu'il a mis là-dedans, acharné, tu sais, c'est ça qui est incroyable, puis c'est ça que le monde oublie souvent, malheureusement. Là. Exactement. Puis si on continue un peu au niveau de l'Olympia, Bumstead, pour une 5e fois encore, monsieur classique physique de l'année. Yes. Prends-tu sa retraite? Moi, je pensais qu'elle allait apprendre, honnêtement. Puis là, en plus, il vient d'annoncer hier ou avant-hier, whatever, ses réseaux sociaux, qu'elle allait avoir un kid. Puis, tu sais, aussi en sachant qu'il y a une condition de santé, une maladie auto-immune, moi, j'aurais espéré, honnêtement. Pas parce que je veux plus le voir sur le stage, mais juste comme prendre ta retraite, puis, tu sais, pars justement à ton top, puis t'as fait ce que t'avais à faire dans le sport. Là. Oui, c'est sûr qu'il pourrait continuer. Moi, je pense qu'honnêtement, là, il avait dit qu'à 32 ans max, il voulait arrêter. Fait que si tu comptes, ça va lui donner exactement 8 Olympia. Fait que c'est sûr que c'est pas en open, mais ça ferait 8 titres de classique physique, comme, admettons, Ronnie puis Liani qui ont eu 8 Olympia. Fait que, est-ce que c'est ça son plan? Je sais pas. Peut-être qu'il va annoncer au courant de l'année qu'il prend sa retraite. Mais pour l'instant, tout semble dire qu'il va être là l'année prochaine. Ouais, exact. Puis il y a peut-être aussi le fait que d'annoncer ta retraite, dans le fond, à l'Olympia, le monde ne va pas tirer qu'il a gagné une 5e fois, ils vont tirer qu'il a pris sa retraite. Fait que c'est peut-être de savourer sa victoire plus tard dans l'année, quand le moment venu, ben là, c'est peut-être là qu'il... Ça se peut. T'sais, je le sais pas, peut-être qu'il ne sait pas encore lui-même, on sait pas tout ça, dans le fond, mais j'ai en tout cas, mon guess, moi, ça a été qu'il apprenne aussi, là, vu en plus, justement, comme tu dis, là, il attend un enfant puis tout ça, fait que moi, j'étais comme 5, il me semble que c'était un beau chiffre, mais après ça, c'est moi, là, je veux dire, lui... Quand on est dans, admettons, être dans sa situation, qu'est-ce qu'on ferait? C'est difficile à dire. Parce que, tu sais, là aussi, t'as les échos de tout le monde, admettons, les fans, parce que, ça, je savais pas, mais j'ai regardé, il est rendu à 20 millions de followers sur Instagram, là. C'est rendu énorme, là. Fait que, c'est plus... C'est une icône. C'est ça, c'est plus juste... L'Olympia, je pense que c'est plus... c'est plus juste un petit emblème, admettons, du bodybuilding. C'est rendu que, tu sais, une grosse partie du monde sur la planète savent c'est qui. Fait que, tu sais, c'est quand même fou. Fait que, des fois, on se rend pas compte, mais la pression juste de tout ce monde-là... Oui, il voit pas chaque petit message que le monde écrive, mais il en voit passer. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas dire que tu es immunisé à tout ça parce que c'est sûr que ça te tourne dans la tête. Puis, tu vois les commentaires positifs et négatifs. Puis là, après ça, tu as ta famille, tes amis, les compétiteurs aussi, qu'est-ce qu'ils disent de toi. T'sais, si tu es compétitif, ben, admettons que le numéro 2 qui dit c'est sûr qu'il n'a pas un 6e en lui. S'il est là l'année prochaine, c'est sûr que je le bats. Fait que quelqu'un qui est moindrement compétitif, il va faire comme ouais, check-moi bien. L'année prochaine, j'arrive, puis c'est encore moi qui va gagner. Fait que tu sais, c'est toutes des choses qui jouent, puis c'est tellement facile quand on n'est pas dans la position de dire moi, je ferais ça. Tu le sais pas, tu peux pas le dire, t'es pas dans sa position. Fait qu'arrête de dire que toi, tu ferais ci, ça, t'es pas là. Puis pour quelqu'un qui nous écoute, qui est pas trop familier avec l'Olympia ou qui comprend pas nécessairement, c'est quoi que tu leur dirais pour faire la différence entre classique physique puis open? Ben, tu sais, c'est sûr que open, c'est the biggest of the biggest. Fait que c'est open, dans le fond, c'est que t'as pas de catégorie de poids. Fait que, admettons, Derek Lunsford, je pense qu'il est 5 pieds 4, si je me trompe pas. Peut-être 5 pieds 5. Il est vraiment pas grand. C'était sûrement le plus petit bodybuilder sur le stage, puis c'est lui qui a gagné cette année. Versus, admettons, pas l'année passée, mais l'autre année avant, ou en tout cas, Big Ramy a gagné, que lui, sur le stage, était 300 livres shred, là. Fait que open, dans le fond, c'est que t'as pas de limite. Fait que tu peux arriver la grandeur que tu veux, le poids que tu veux. C'est sûr qu'il faut que tu sois un certain poids, là. Tu peux pas arriver là à 150 livres shred, là. Puis versus classique, ça, c'est que t'as une catégorie en fonction de ton poids, de ta grandeur, est-ce que c'est un poids à respecter. Fait que moi, admettons, quand j'ai fait de ma compétition, j'ai mesuré à 5 pieds 7 et des poussières, fait que je pouvais arriver max 185 livres. Là, quand t'es pro à FBB, les poids sont pas pareils, mais tu sais, c'est juste pour donner un gauge. Fait que, admettons que pro, on va dire à ma grandeur, c'est peut-être 200 livres, mais tu sais, 5 pieds 7, 200 livres, shred, là, t'es quand même un bon bonhomme, mais c'est juste pour dire qu'il y a un monde de différence entre classique et open, parce qu'après ça, si admettons, pour aller open, sur le stage, il est 230 quelques livres environ, je pense.
Puis il faudrait qu'il pogne encore un 20-30 livres, c'est pas plus. Là. 230 livres sur le stage. Hein. Ouais, il me semble que peut-être même plus maintenant, là, c'est parce qu'ils ont changé les règles au niveau du poids, mais ouais. Mais tu sais, c'est correct parce que dans le fond, ce que ça fait aussi, c'est que ça limite les gars à être un certain size. Comme là, ils ont fait la même chose avec comment ça s'appelle, Men's Physique, qu'avant, eux, ils pouvaient juste arriver le poids qu'ils voulaient. Mais tu sais, là, c'était rendu les gars de Men's Physique qui étaient rendus gigantesques. Tu sais, ils pouvaient même plus descendre, ils pouvaient même plus aller dans la classique physique parce qu'ils étaient trop lourds pour leur grandeur. Tu sais, ça n'a pas de sens quand tu dis ça parce que techniquement, comment que le monde voyait ça, c'est, admettons, Men's Physique, c'est le monde avec comme les maillots de bain. Après ça, t'as classique physique. Fait que c'est tout le temps comme en ordre de grosseur. Men's Physique, classique physique. Après ça, t'as bodybuilder 212 livres maximum, que c'est comme des plus petits bodybuilders. Puis après ça, t'as open, que là, c'est no limits, puis c'est lui qui gagne Monsieur Olympia. Mais c'était rendu que le monde de Men's Physique était bien plus gros que certains classiques physiques qui faisaient comme pas de sens. Là. Ah, en effet. Si tu regardes, là, admettons, la première compétition Men's Physique, les gars, ils étaient en énorme shape. Là. Je dis pas qu'ils étaient pas en shape, mais versus maintenant, là, c'est même plus dans le même game. Là. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est bon. Fait que c'est ce qui conclut, dans le fond, sur le sujet de l'Olympia que je voulais parler. Si on transige vers Sam Sulek. La vedette de l'heure. La vedette de l'heure, là, c'est... Je trouve ça cool. Tu sais, c'est quand même drôle parce que c'est fou, l'Internet, comment est-ce qu'il y a ça. C'est tout le temps la nouvelle affaire. Tout le temps le... Oups, là, c'est Sam Sulek, là. Puis là, tout le monde parle que de ça. Le gars est rendu avec il a gagné des millions de followers dans l'espace de quelques mois, right? Ouais, là, je sais pas, il est rendu à combien sur YouTube, mais ça a explosé, ses affaires. Puis je pense que c'est depuis... je pense que c'est juste depuis 2023 qu'il est apparu. Là, j'ai écouté une vidéo de lui, fait que au complet, fait que je sais pas de où qu'il vient exactement. Mais c'est ça a explosé, ses affaires. C'est quoi qui l'a fait connaître à la base, quelle vidéo, je sais pas, mais tu sais, là, maintenant, c'est comme... Tu peux pas ouvrir une page de fitness sans voir des affaires de lui, ou tu vas à un gym commercial puis t'entends justement le monde parler de lui, c'est comme... Ouais, ok, c'est vraiment quelque chose, là. Puis, dans le fond, pour ceux qui savent aucunement de qui on parle, c'est qui c'est Sam Sulek, comment tu pourrais résumer ça, puis comment ça pourrait donner le goût justement aux gens d'aller regarder ça, ou pas pantoute, du moins. Ben, admettons, comment je pourrais résumer ça le plus banalement. Comme je dis, j'ai écouté une vidéo de lui. Fait que, de ce que j'ai compris, il est pas jeune. Là, je pense que c'est début vingtaine. Je pense qu'il a 21 ans, si je me trompe pas. Fait que c'est un kid qui va à l'école. Parce que, il me semble qu'il va à l'école, je sais plus en quoi. Puis qui fait des vidéos YouTube pour dire qu'est-ce qu'il fait dans son day-to-day. Mais là, quand vous allez le voir, je dis que c'est un kid. Là. C'est moi qui ai l'air d'un kid à côté de lui. Là. Mais c'est littéralement ça. Puis, ouais, avec un physique quand même très, très impressionnant. Là. Exactement. Puis, avec des habitudes de vie questionnables. Exact. Tu sais, l'affaire avec ça, je pense que, comme qu'on a parlé un petit peu tantôt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte quand vient le temps d'avoir un physique incroyable. Tu sais. On s'entend, la génétique a un rôle très clé. Après ça, c'est sûr qu'il y a l'éthique de travail aussi qui vient en ligne de ça, puis la façon que tu vas répondre aux produits, aux stimuli d'entraînement, tout ça, de la façon que... Parce que oui, tu peux avoir une bonne génétique de base, mais pas répondre aussi vite. Puis des fois, c'est le contraire, tu n'as pas si une bonne génétique, par contre, tu réponds rapidement. Ça peut arriver, puis si t'es chanceux, ben écoute, tu réponds bien, tu as déjà une bonne génétique, je veux dire, on a besoin de te donner un léger surplus calorique, puis toi, tu prends de la masse en fou, là. Fait que je pense que c'est quelqu'un un peu qui est dans cette ligue-là, dans le sens où lui, il peut manger du McDonald's, du moment où il y a un surplus calorique, il n'a pas de problème, puis écoute, ça va bien. Là. J'enlève rien à son éthique. Je pense que c'est quelqu'un qui a une éthique de travail hors norme. Là. C'est sa vie. Là. Il dédie sa vie au complet, puis c'est cool dans son cas à lui, parce que maudit, ça paye. Là. Ouais, ben ça, c'est tant mieux pour lui, parce que ça roule ses affaires, puis lui... Il vient de se faire une carrière avec ça. Mais, tu sais, c'est ça. Aussi, tu vois souvent le type de personne, veut pas, qui se rendent à des physiques de même. T'sais, admettons, on a passé du temps avec Ferry. C'est quelqu'un de très chill, très laid-back, puis c'est pas quelqu'un qui est tout le temps sur le nerf puis en train de stresser pour n'importe quoi. Là. Puis, moi, admettons, c'est ça la première affaire qui m'a frappé quand je regardais ce gars-là.
lui, là, il fait ses affaires, il a son micro après sa casquette, il s'entraîne dans le gym, il mange pas mal n'importe quoi qui passe sous la main de ce que j'ai vu. Là. Peut-être qu'il y a du monde qui sont fanatiques de lui puis qui pourraient me dire non, il mange bien finalement, whatever. Mais tu sais, il y a quand même un type de personne que c'est très, très laid-back quand il fait ses affaires. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui le dérange. Tu sais, pour se rendre à des physiques de même, je pense que c'est un aspect qu'il faut pas oublier puis qui est quand même, sans dire que tu as besoin de ça nécessairement, mais que ça va aider pour atteindre un certain physique. Mais c'est aussi de regarder avec ce que j'ai vu qu'il mange puis qu'est-ce que j'ai vu à quoi il ressemblait en ce moment, de dire que tout le monde peut faire appliquer à 100% qu'est-ce qu'il fait puis qu'il va ressembler à ça, c'est pas vrai. Tu sais, je suis désolé, là. J'ai vu une vidéo où il boit un gallon de lait au chocolat, là. OK, peut-être que c'est pas ça qu'il fait à chaque jour, j'en conviens. Mais pour le commun des mortels, de manger comme qu'il mange, c'est pas vrai que tu vas avoir un physique comme lui. Puis même si tu prends des produits, c'est pas vrai que tu vas atteindre exactement le même physique que ça. Il y a du monde qui prennent encore plus de produits que lui, qui mangent encore beaucoup plus clean, puis tout, puis qui ont des habitudes de vie encore mieux que ça, puis qui se rendront jamais à un physique qu'il a. Puis c'est ça, comme j'ai dit, je pense qu'il y a 21 ans. Fait que déjà, être rendu là à 21 ans, c'est assez impressionnant, là. Ouais, puis je vais toujours ramener l'analogie un peu, je pense que c'est Vincent Comtois qui disait ça, où si t'as un frame de chihuahua, ben la plus grosse affaire que tu peux faire dans la vie, c'est un gros chihuahua, là. Mais tu seras jamais un Rottweiler. Ouais. Juste ne jamais oublier ça, là, tu sais. Tu iras jamais au-delà de qu'est-ce que ton corps peut t'amener, là, je veux dire. Puis même si tu prends bien des produits, oui, tu vas aller au max de tes capacités, sauf que si tu vas rester, c'est sur le même frame, c'est la même chose, là, right? Fait que, mais là, après ça, si t'as tout en ligne pour t'aider, ben ça va mieux, là, c'est sûr et certain. Mais juste de pas oublier ça. Tu sais, quand que, surtout, ça, c'est surtout quand que vous avez un physique de quelqu'un en tête. Il est vraiment fou, ce gars-là. Moi, je vais être comme lui. Tu sais, vous avez pas en tout. Puis là, je vais même enlever le fait du mode de vie puis toute la patente, là. Vous êtes pas fait pareil. Ben non. Vous avez pas la même... Tu sais, vous répondez pas pareil. Tu sais, je veux dire... C'est sûr que ça a l'air... Puis tu sais, je pense que c'est la force aussi des gens, justement, qui sont en méga shape, puis là, qui peuvent vendre des plans d'entraînement. De moi, hey, fais mon plan, tu vas être comme moi. C'est sûr, là, tu sais. Puis ça, je l'avais déjà dit, je pense, dans un podcast. C'est la même affaire avec PA. PA, y a-tu des gros mollets ou y a pas des gros mollets? C'est incroyable comment ils sont énormes, ces mollets, là. Ça n'a pas de sens. C'est tellement gros, ces mollets, que, man, ils mettent des jeans, puis ces jeans sont ultra tight dans ces mollets. Ce qui est un estique de beau problème, on va se le dire. J'aimerais tellement ça avoir ce problème-là. Ils sont ultra tight. Où est-ce que ces mollets, genre, tu sais, ça fait comme tao, tu sais. C'est débile. Sauf que, demandez à PA voir si il sait comment avoir des gros mollets. Mais tu sais, mettons, il pourrait faire juste show off ses mollets, puis faire tiens, voilà mon programme de. Il pourrait faire des boucles de mollets. Ben ouais. Puis le monde ferait comme oh shit, c'est sûrement bon parce qu'il regarde ses mollets. Mais la réalité là-dedans, c'est qu'il a pas fait de mollets depuis genre 2006. Là. C'est ça la réalité, là. C'est la vraie affaire. Ben c'est ça qu'il disait. Avant même qu'il commence à s'entraîner, juste quand il allait à des festivals, puis tout, il dit j'avais déjà des mollets dans ce temps-là. Fait que, c'est de dire. Oui. Moi, j'ai déjà vu une photo de PA, là. PA, c'est quelqu'un qui travaille avec nous, pis tout. Puis, même avant, il avait 18 ans, il était gros comme un pou, là. Il pesait 130 livres tout trempe, là. Il était tout petit, mais il y a des huge mollets, là. Ils sont énormes, là, tu sais. Donc, c'est juste drôle, mais c'est juste de penser au fait que, écoute, des fois, là, vous voyez quelqu'un qui est naturellement fait avec des gros biceps. Ça se peut, là, qu'il a travaillé pour, puis j'enlève rien, là. C'est pas ça mon point, mais de garder en tête que des fois, comme quand t'es prédéfini génétiquement à avoir des gros mollets, des gros bras, un gros chest. Tu sais pas nécessairement c'est quoi la clé pour avoir ça, là. T'es juste fait de même. Okay? Puis, tu sais, c'est aussi de jamais oublier comment t'es fait génétiquement. Tu pourras jamais changer ça. Il n'y a pas un produit sur la terre qui va changer ça. Tes insertions, la longueur de tes os, c'est comme moi quand je jouais au basket avant, je me suis rendu compte assez vite que je ne faisais pas 6 pieds 8. Fait que j'ai comme fait, bon, ben, je vais me trouver de quoi d'autre. Mais je peux pas changer ça. Je peux pas me faire pousser des jambes puis allonger les bras, là, comme que, admettons, des fois, justement, on va revenir au mollet. C'est souvent un problème, comment je pourrais dire,
une insécurité de bien des hommes parce que leur insertion de mollet est juste mal faite dans le sens que ils ont ça de muscle puis tout le reste c'est du tendon. Ben, tu peux pas changer ça. Tu peux pas te faire pousser du muscle sur un tendon. Fait que si tu as les clavicules larges de même, ben pense pas que tu vas avoir les clavicules larges de même en commençant à t'entraîner, ça changera pas. Fait que, à un moment donné, on a toutes nos propres limites, puis c'est pas négatif, c'est juste d'être conscient de ça, puis de travailler avec ce qu'on a. Là. C'est ça, avoir des attentes qui sont claires finalement. Là, fait que tu peux grossir ton muscle, oui, I guess que oui, là, sauf qu'après ça s'arrête là. Puis après ça, la réponse à la vitesse, où est-ce que ça va aller, ça va dépendre de chaque personne. Ouais. Ça va dépendre de bien des trucs. Fait que de garder ça en tête. Avant qu'on finisse l'épisode, puis qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qui se dit présentement au niveau de la dopamine, qu'est-ce qu'on entend, c'est quoi les conclusions qu'on en tire finalement. Ben, tu sais, il y a bien gros. Puis ça, je trouve ça cool que maintenant, avec du monde comme Lex Fridman, Huberman Lab, puis tout, c'est comme des nerds, mais qui sont rendus populaires, là, dans le temps, mettons, on va dire ça de même, là, des rats de laboratoire qui faisaient juste des études, puis tout, c'était pas cool, mais là, maintenant, ils ont popularisé ça. Fait que c'est super le fun parce que ça. Le monde, ils veulent s'inculquer. Mais tu sais, ils parlent bien gros de justement tout ce qui est dopamine, comment faire un détox de dopamine, en guillemets, là, parce que c'est pas un thé spécial qui va te détox la dopamine. Mais tu sais, comment on est dans un monde que justement, on est tout le temps stimulé, puis c'est quoi les répercussions que ça peut amener justement tout ce qui est, mettons, TDA, TDAH, là, je veux pas m'avancer ces termes, là, je suis pas médecin ou rien, mais que dans certaines études ou certains cas qui ont vu que du monde qui pensait qu'il était TDA, si je me trompe pas, ben juste à moins consommer tout ce qui est des écrans, écouter de la musique, aussi les drogues, c'est sûr que ça peut avoir des effets là-dessus, mais juste en s'éloignant de ça pendant, admettons, je pense que c'est dans le podcast à Huberman, il donnait un exemple que le petit gars, un de ses amis, il pensait qu'il était TDA, ils ont fait des tests, puis il s'était fait prescrire quelque chose. Puis dans le fond, il a dit, fais juste pendant 30 jours de lâcher tes écrans parce que c'était un petit gars qui gamait énormément. Fait qu'il a dit, pendant 30 jours, lâche tes écrans. Première chose en te levant le matin, la routine. Va dehors, va te faire t'exposer au soleil, commence à t'entraîner. Puis c'est ça, vraiment extrêmement limiter les écrans. Puis il s'est rendu compte qu'à la fin de ces 30 jours-là, ben, sa concentration était beaucoup mieux, qu'il sentait plus qu'il avait le même problème comme tel qu'il pensait qu'il était TDA, puis tout, qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser de médicaments. Mais c'est juste en prenant des actions face à ça. Là, je dis pas que si tu lâches ton sel à partir de maintenant, que si t'es TDAH, tu le seras plus. Là. C'est vraiment pas ce que je dis, mais qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider à pallier à ça, parce que c'est toutes des choses qui stimulent énormément notre dopamine. On est tout le temps sur notre sel, puis on est tout le temps en train de scroller pour the next best thing. Mais il dit, admettons, là, il parle dans le podcast, il dit... On va dire, tu vois le premier post que tu vois en ouvrant ton Instagram, que c'est genre, wow, c'est incroyable, puis tu trouves ça malade, tu mets un like. Puis là, tu arrives au deuxième, puis lui, c'est comme, c'est pas tant nice, fait que tu continues tout de suite. Que tu passes par-dessus, parce que c'est comme, ça n'a pas amené d'émotion. Mais il dit, c'est pas nécessairement que t'as pas aimé le deuxième, il dit, c'est juste que t'as tellement eu un high de dopamine avec le premier post que quand t'es arrivé au deuxième, ça semblait banal ou anodin, ce post-là. Il dit que peut-être que si ça avait été inversé, que t'avais vu l'autre en premier, ça t'aurait fait le même effet, puis là, le deuxième, t'aurais eu comme aucune réaction. Puis qu'il dit souvent, c'est ça, c'est qu'on est tellement tout le temps en train d'essayer de spiker notre dopamine de plus en plus haut, mais après ça, c'est que plus que notre spike est haut, ben après ça, qu'on va retomber encore plus bas. Fait que, admettons, il donnait un exemple, puis c'est super bon dans le monde du fitness. C'est quand on arrive à une compétition, on a notre taille, ça monte. Là, on arrive chaudé. Pow! Admettons, tu gagnes première place, tu gagnes l'overall, puis tout. Ta dopamine est dans le tapis. Tu trouves ça malade. T'es comme l'extase complète. Puis là, après ça, ben... ce high-là, il dure pas éternellement. Là, puis on le sait, c'est quoi? Là, tu prends tes photos le soir, t'es tout content. Le lendemain, tu réponds au monde, t'as encore le petit high. Puis là, admettons que ton show était le samedi, dimanche, t'es encore bien content. T'arrives le lundi, tu rentres à la job. Admettons que tu rentres dans un job au gouvernement, un 5 à 7 bien normal, 9 à 5 bien normal, que personne connaissait le bodybuilding puis s'en sac. Tu veux en parler à tout le monde, mais le monde sont comme, je m'en fous, je sais pas c'est quoi. Là, oh shit, t'as plus ce high-là. Fait que là, tu commences à déprimer. Aïe, aïe. Là, t'as plus d'objectifs en place. Là, tu sais plus où aller. Puis là, justement, c'est quoi que tu fais? Ben, tu regardes tes photos. Là, on va aller avec la nourriture, des affaires de même. Tu scrolls sur Instagram, puis on dirait qu'il n'y a rien qui te stimule assez.
parce que justement, tu recherches ce high-là de dopamine, puis là, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ben là, on se met un peu plus à déprimer, on se sent moins bien, on est plus sharp avec nos affaires, on va au gym, puis c'est comme plus trop le fun. Mais tu sais, c'est toutes des choses que, c'est justement avec notre système dopaminergique, là, il y a plusieurs autres choses qui rentrent en ligne de compte avec ça, là, c'est vraiment pas juste ça. Puis mais dans le fond, tu sais, ce système-là aussi, c'est bien gros quelque chose qui va affecter notre drive, etc. Puis justement, si on est toujours en train d'essayer de le stimuler avec des choses tout le temps plus haut, ben c'est là que c'est difficile à mettre. Après ça, quand on vient faire une tâche comme banale ou une tâche au travail que ça doit être fait, mais c'est pas quelque chose nécessairement qui nous stimule. Puis là, on est comme, je suis pas capable de me concentrer quand je suis à la job. Non, c'est juste que justement, t'as tellement stimulé ta dopamine que là, t'arrives à quelque chose que, mettons, tu dois lire un livre ou lire une étude ou peu importe, que c'est pas nécessairement la chose qui t'intéresse le plus sur le moment que tu lis puis t'es comme, je suis pas capable de rester concentré, ça marche pas. Non, c'est juste que justement, ton système dopaminergique a tellement été overstimulé qu'après ça, des petites tâches comme ça, c'est difficile de rester focus. Fait que, du monde comme justement Huberman, il parle bien gros justement de ça, de faire des detox, entre guillemets encore, de juste minimiser les écrans le plus possible. Admettons, quand tu manges, ben c'est quelque chose qui va stimuler la dopamine, admettons, de manger beaucoup de protéines, des affaires même. Mais si tu manges, que tu scrolls sur ton cell, t'as un podcast dans les oreilles, t'écoutes une vidéo en même temps de whatever, ton YouTuber préféré, tu sais, c'est tellement d'affaires à un moment donné que là, c'est sûr qu'après ça, si tu retournes en classe puis que là, c'est ton prof qui te parle d'économie ou peu importe, c'est sûr que tu seras pas concentré puis que tu vas faire genre, c'est donc bien plate. Mais c'est justement de limiter ces expositions-là à des sources de dopamine le plus possible, de choisir, admettons, à quel moment que tu veux les avoir. Parce que si tu les mets toutes en même temps, ben c'est toujours de dire, ben après ça, tu vas en vouloir plus, mais c'est tout le temps de se dire plus haut que le high va être, mais après ça, le down va être aussi gros. Fait que c'est au lieu de le stimuler énormément, ben on veut juste le stimuler à petite dose pour pas qu'on ait un aussi gros crash, mais c'est de comprendre aussi que, puis pas le crash, mais qu'on va avoir un petit down après, mais c'est de comprendre que, dans le fond, on veut pas le stimuler autant que ça. Puis en étant conscient de ça, qu'après avoir un gros high, on va avoir un gros crash, ben au moins en étant conscient de ça, ben tu peux au moins te conditionner, admettons la journée de ton show, ben là oui c'est le fun, c'est mon moment, j'ai du plaisir, mais c'est pas de comme se laisser aller dans la partie comme je suis en extase, puis wow c'est incroyable, c'est la meilleure journée de ma vie, parce que il dit sinon c'est sûr qu'après ça, ben tu vas avoir ce crash-là, puis qu'on va se sentir dépressif, puis ça va revenir après, mais ça peut prendre une couple de jours, une couple de semaines, fait que c'est juste des fois c'est notre discours interne, comme là oui, admettons Will en ce moment, t'as ton moment, c'est le fun, parfait, mais demain, tu sais, on recommence, puis on rembarque sur, admettons, whatever, c'est quoi le prochain objectif, ou peu importe. Mais c'est d'essayer de pas se laisser aller dans ces gros highs-là, ou si tu te laisses aller dans ces highs-là, ben c'est de savoir qu'il y a comme un prix à payer, puis après ça, que tu vas avoir un down. Mais au moins, si tu es conscient de tout ça, après ça, ben c'est plus facile de naviguer à travers ça, au lieu de pas être au courant, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que je suis brisé? Puis là, souvent, c'est des questions que le monde se pose. Fait que là, j'ai résumé ça comme le plus simple possible, mais tu sais, ça serait vraiment d'aller voir le podcast de Huberman Lab, que je pense que c'est un podcast de 3 heures qui est extrêmement intéressant, puis qui parle de ça, puis il connaît ça beaucoup plus que moi, là. Je veux dire, il y a un CV qui peut le prouver, puis il pourrait vraiment tout expliquer ça en gros, mais tu sais, justement, limiter nos expositions à toutes des sources de dopamine, pas tout le temps être en train de scroller pour rien, surtout, admettons, le soir avant de se coucher, de tout limiter ces affaires-là. Tu sais, oui, on parle de la lumière bleue, etc., mais il y a bien d'autres affaires aussi qui viennent en ligne de compte, admettons, d'utiliser les écrans le soir avant d'aller se coucher, qui peut affecter notre sommeil, fait que c'est toutes des choses comme ça. Non, mais je pense qu'il va y avoir bien des études dans les prochaines années et puis il va y avoir certaines règles aussi qui vont venir. Ça va être une couple d'années encore, là, par contre. Là, mais parce que, tu sais, on s'entend. Tu sais, la plateforme, on va prendre Instagram, même Facebook ou tout ce qui est réseaux sociaux. Eux autres, ils se tuent à essayer de savoir comment est-ce que la personne peut passer du temps sur l'application le plus longtemps. Comment on peut la garder le plus longtemps possible, puis qu'elle profite de son moment un maximum. Qu'elle ait le plus de plaisir possible à consommer, dans le fond, l'application. Puis c'est exactement pour ça que l'algorithme existe. C'est que, tu sais, l'affaire, c'est que, bon, vous êtes intéressé envers les photos de chiens, bon, ben cette personne-là, elle a crissement de l'intérêt à regarder des choses de chiens, on va y en mettre, parce qu'elle aime ça, right? Puis là, après ça,
C'est pour ça aussi que les gens viennent avec, exemple, toi envers ton audience, tu as un certain score qui est pas la même chose d'une personne à l'autre. Parce qu'il y en a pour qui que tu scores très haut, comme probablement qu'avec moi, tu scores très haut, parce que je vais tout consommer le contenu que tu vas mettre. Parce que tu es important pour moi, puis c'est en ligne avec les choses que j'aime, qu'est-ce que tu vas partager. Donc, la plateforme le comprend. Parfait. Toi, t'aimes les affaires de Will. Excellent. Quand il va sortir de quoi, on va s'assurer que c'est au top de la liste. Aussitôt qu'il va sortir de quoi, ça va être la première affaire que tu vas voir. Parce que tu tripes. Mais tu sais, Will, puis il y en a d'autres, oh boy, on les voit jamais, ben c'est que tu scores très bas envers ces gens-là, tout simplement. Fait qu'on a l'impression de voir toujours les mêmes choses sur les réseaux sociaux, mais c'est que la plateforme a compris ce que t'aimes voir. Fait que du moment où ce qu'elle te donne, ce que t'aimes, toi, t'as du fun sur l'application, puis là, tu vas passer beaucoup de temps, tu décrocheras pas. Ils ont tous compris ça, right? Ouais. Mais ça, c'est tout en lien avec la dopamine, on s'entend. Puis, bien sûr que il y a des choses incroyables qui vont sortir avec ça dans les prochaines années. Puis là, tu sais, on parle de ça. Même que la pornographie rentre là-dedans. La pornographie, là, au niveau de la dopamine, est-ce que vous pensez que la pornographie a un impact positif, négatif ou neutre sur votre propre vie sexuelle à vous? Moi, j'aurais tendance à dire que ça ne peut qu'être négatif. OK? Malgré que c'est tellement facile d'accès, la pornographie, on va sur le site Tao, qu'on est rendu maintenant à portée de main. Écoute, tout est très près. Mais c'est incroyable, parce que c'est pas la vraie vie, là. Puis là, ben, vous autres, ça vous stimule, ça stimule la dopamine. Puis inconsciemment, quand vous avez des rapports sexuels avec votre partenaire, vous recherchez le même high, right? Ouais. Mais c'est pas sain, là. Parce que... C'est tout le temps d'aller chercher plus, mais à un moment donné, quand t'es rendu à des affaires... Justement, je pense que Huberman, il en parle, où j'avais vu une autre entrevue d'un autre gars qui est comme expert sur le sujet, puis il dit c'est parce qu'à un moment donné... il y a du monde qui cherche tout le temps à dépasser les limites, si on veut. Puis ce monde-là qui vont tout le temps aller chercher plus. À un moment donné, ils sont rendus loin, là. Oui. Puis c'est rendu que ça... Ça prend un degré très élevé pour monter. Là, si-tu la dopamine, si tu as un autre... je ne sais pas, I guess que ça a un certain rapport. Ouais. Pour te stimuler, finalement, ben tu ne retrouveras pas ça dans ton rapport très normal avec ta femme, ton chum. C'est la vraie vie, c'est tout, tu sais. Puis j'ai fait l'année dernière, dans le fond, un programme de développement personnel, puis moi étant autant un humain que les autres, c'est sûr que j'ai déjà regardé de la pornographie, on s'entend, là. Puis là, dans ce programme-là, ils ont mis un trait là-dessus, c'était comme, on s'entend, j'avais investi quand même pas peu d'argent pour aller là-dedans, puis ils nous avaient dit littéralement, OK, tu sais, il y avait des règles, puis aucune pornographie, c'était une des règles, puis je veux dire... Ça a été une des meilleures affaires que j'ai tirées de ce programme-là, dans le sens où, écoute, ça a tellement comme eu un impact positif sur mes rapports à moi personnellement. Sûrement que ma dopamine, elle devait être ben trop brûlée, là, on s'entend. Puis je le savais pas parce que tu m'aurais demandé est-ce que tu es satisfait de tes rapports? Ben oui, ben certain. Mais on dirait que ce petit plus que j'ai été chercher là a fait une grosse différence sur la capacité à connecter, je ne sais pas, tu sais. Par contre, là, on parle de pornographie, on est rentré là-dedans, mais c'est présent dans tout. Là. Fait que, écoute, je pense que c'est super bon, les podcasts de Huberman, où ce qui va en parler vraiment très long et en large, c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir ça. Donc, je pense que ça fait le tour au niveau de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aimez ça, des épisodes de même, laissez-nous le savoir en commentaire. Si vous voulez partager un ami, un collègue, un cousin, bien sûr, toujours important. Partagez-le, c'est toujours bien apprécié. Fait que on se parle d'un prochain épisode. Merci tout le monde. Salut.